Légion, tout d'abord, Gaspard Koenig, comment expliquer ce besoin, ou plutôt cette habitude de comparer notre situation ou nos dirigeants aux dirigeants étrangers, et notamment européens? C'est-à-dire que Thatcher, c'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe dans le débat. C'est arrivé cette semaine. C'est arrivé avec une vague d'attaques extrêmement violente contre François Fillon, qui, je trouve, n'est vraiment pas méritée, et extrêmement peu précise d'ailleurs, parce qu'on regarde les programmes et qu'on compare avec Margaret Thatcher, il y a quand même un grand fossé. Donc je trouve ça un peu, je trouve ces prises de position un peu bizarres. Et puis, cela dit, je trouve qu'il y a une similarité que François Fillon a bien compris entre l'Angleterre de la fin des années 70 et la France aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens l'ont compris et que depuis plusieurs années, beaucoup de gens, à la fois sur le plan intellectuel, sur le plan politique, sur le plan médiatique, essayent d'aller de manière parfois un peu esselée dans la même direction. Et que François Fillon n'est pas un idéologue comme l'était Thatcher. Thatcher avait lu Hayek. Et cette fameuse réunion d'un comité de préparation de son programme à la fin des années 70, où on lui donne toutes sortes de plans, de propositions, et elle prend de son sac le livre d'Hayek et elle dit « This is what we believe in », c'est ce à quoi nous croyons. C'est quelqu'un, et quand on regarde ses interviews, quand elle est partie du pouvoir en 91-92 et qu'elle est encore toute fraîche, les interviews de la BBC qui sont formidables, et on voit à quel point elle a encore les choses à cœur, à quel point pour elle la responsabilité individuelle, le capitalisme, sont des choses auxquelles elle croit, auxquelles elle a cru toute sa vie, depuis que toute petite, elle était dans la fameuse épicerie de ses parents, où elle voyait les produits arriver, où elle aidait au comptoir, et elle comprenait que comment marchait l'économie. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus passionnel, de beaucoup plus vrai chez elle, dans son approche de l'économie et de la société en général. Vous savez, elle disait l'économie, c'est le moyen pour changer l'esprit. Et ensuite, il y a une détermination en tant que femme d'abord qui est admirable parce qu'elle sait lutter contre tout l'establishment conservateur britannique. Vous la voyez seule avec son tailleur au milieu d'hommes qui la détestaient absolument. L'aristocratie, la gentry du parti Tory la haïssait, la méprisait. Il y a beaucoup de médias, certains avaient même dit qu'ils iraient danser sur sa tombe. Et elle a été réélue 3 fois. Elle a irrigué la société britannique au point que Blair s'est réclamé de son héritage en 2005. Et elle a maintenant sa statue à Westminster à côté de Winston Churchill. Donc je veux dire, il y a beaucoup de choses aussi. On dit Thatcher dans le débat français, juste pour sortir un épouvantail. C'est un peu l'équivalent du régime de Vichy, si vous voyez, dans un débat. Ne voit pas que le verre à moitié plein. Non, mais c'est juste pour donner les d'autres éléments qu'on entend trop peu. Moi, je pense qu'effectivement, chez François Fillon, il y a une réflexion sur l'économie britannique à la fin des années 70. François Fillon, Premier ministre, qui avait dit « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Et c'est vrai qu'à l'époque où Mme Thatcher arrive, les Britanniques sont en train de renégocier un prêt de 5 milliards de dollars. Ils n'arrivent plus à payer leurs fonctionnaires. Donc eux, ils sont vraiment dans une situation qu'on peut qualifier de désespérée, effectivement. Et donc cette situation ensemble. Et deuxièmement, Mme Thatcher arrive, alors bien, elle va remplacer les travaillistes, Callaghan, mais avant, il y avait des conservateurs, et les conservateurs, pendant des années, ne cessent de céder et de remettre en question les engagements qu'ils ont pris auprès de leurs électeurs. Et Fillon se retrouve un petit peu dans cette situation. Il dit, en fait, on n'a jamais véritablement appliqué la politique auquel on believait, comme vous venez de le dire à l'instant, comme auquel on croyait. Et ce qui me frappe chez Mme Thatcher, c'est que avant d'arriver au 10 Downing Street, elle donne une interview à The Observer, qu'on pourrait peut-être appeler The Ops maintenant, mais en fait c'est ça. Et elle dit I am not a pragmatism politician. Elle dit I am a conviction politician. C'est une femme de conviction. Elle n'est pas pragmatique. I am not consensual politician. Elle dit aussi qu'elle n'est pas consensuelle. Et donc ça aussi, ça attire François Fillon. C'est-à-dire qu'elle est une femme de conviction et elle ira, vous l'avez dit tout à l'heure, jusqu'au bout de ses idées. Le grand problème qui se pose, effectivement, c'est que les premières années de Mme Thatcher sont catastrophiques. 81, 83, ça va pas du tout. Le chômage double. La production s'effondre de 10%. Alors, il y a le second choc pétrolier qui arrive. Et elle continue, malgré tout, à appliquer. Donc, le problème, justement, que ce soit pour M. Fillon, pour n'importe quel homme politique, quand on a des convictions profondes auxquelles on s'accroche, c'est très bien, parce qu'il faut faire, évidemment, appliquer ses idées, mais il y a un moment où est-ce que véritablement je suis sur le bon chemin? Et cette question-là, les politiques se la posent rarement. Et effectivement, on peut après faire un bilan global du thatcherisme qui est quand même quelque chose qui n'est pas aussi rose et qui est plutôt mitigé. Je vais vous laisser parler, Gaspard Koenig. On va justement écouter François Fillon, c'est ce matin sur Europe 1. Et lui, il voit vraiment, non pas la vie en rose du côté de Margaret Thatcher, mais vraiment le verre à moitié plein. Elle a été élue 3 fois, qu'elle a fait 3 mandats successifs. C'était une femme extrêmement impopulaire, comme chacun sait. Quand elle est arrivée, la Grande-Bretagne était par terre.
On travaillait pas, c'est un pays que je connais bien, j'ai épousé une Britannique et j'y allais beaucoup. On travaillait pas, les syndicats étaient tout puissants et l'industrie britannique s'en allait par pans entiers. C'était à ce moment-là. Madame Thatcher a inversé la tendance. Elle a remis l'Angleterre au travail, elle a remis les syndicats à leur place et aujourd'hui, les gouvernements britanniques profitent du travail qui a été fait par Madame Thatcher. Alors, est-ce que c'est le cas, ce qui dit les effets de la politique Thatcher, est-ce qu'on en profite aujourd'hui en Grande-Bretagne, comme finalement les réformes Schröder en Allemagne? Oui, il faut quand même rappeler qu'à la fin des années 70, l'Angleterre est considérée comme l'homme malade de l'Europe, que la presse britannique est pleine d'articles sur la tiers-mondisation de l'Angleterre, que l'armée est dans les rues pour ramasser les poubelles, qu'il y a des coupures d'électricité et que le pays est sous programme FMI. Et quand on compare ça, et les Britanniques vous racontent d'ailleurs que quand ils arrivaient à Paris, c'était tout d'un coup l'éblouissement de la ville de lumière, alors qu'aujourd'hui le contraste est plutôt dans l'autre sens, quand on prend l'Eurostar de la gare flambant neuve de Saint-Pancras jusqu'à Paris. Vous pensez que ce genre d'attaque contre François Fillon peut avoir un impact ici en France, dans la primaire de la droite et du centre? C'est ça la question. D'abord, je voulais dire, c'est assez incroyable de voir un politique français assumer à ce point une filiation avec Thatcher. Je me rappelle qu'en 2006 ou 2007, quand Nicolas Sarkozy était candidat, il y avait eu cette fameuse couverture de The Economist, What France Needs, ce dont la France a besoin, avec un portrait de Sarkozy grimé en Thatcher. Et maintenant, on a la même chose finalement dans l'IB avec François Fillon, sauf que la grande différence avec Sarkozy, c'est que François Fillon semble l'assumer et que par ailleurs, son programme semble avoir été construit de manière beaucoup plus sérieuse pour effectivement atteindre cet objectif et diffuser cet esprit. Après, quand on regarde le détail du programme, c'est pas non plus... Ouais. Non, mais vous avez raison, on va rentrer dans les détails du programme et votre avis est très intéressant sur ce point. Sur ce que dit Gaspard Koenig, Jean-Luc Gombault, est-ce que ça peut porter préjudice à François Fillon? Parce que lui, comme il le dit, il l'assume vraiment fortement. Moi, je pense que non. C'est-à-dire, et je crois que d'ailleurs, quand j'ai écouté ce matin Europe 1, il se met un peu en colère. Oui. Il est vraiment, on le connaît pas comme ça. Il aime se mettre en colère contre les journalistes ces derniers temps. Oui, ça paye. Donc, fondamentalement, ça revient. Mais ce qui me frappe, moi, dans cette histoire, c'est que la France avait un modèle. Évidemment, il est dépassé compte tenu de l'évolution du monde. Et on n'arrive pas à inventer un nouveau modèle français. Madame Thatcher a fait un nouveau modèle anglais. Monsieur Schröder a fait un nouveau modèle allemand. Et nous, on dit, Schröder, c'est pas mal, on va prendre un peu ce qu'il fait. Mais il y a quand même dans le personnel politique et à mon avis intellectuel français une difficulté qui est assez étrange à essayer de construire quelque chose qui soit spécifique à ce pays. Et ça, c'est un véritable problème. Il est vrai. Je répète, parce que c'est revendiqué par le Front National aujourd'hui, le programme du Conseil national de la résistance. Ils veulent comme s'ils voulaient revenir en arrière, ce qui est, de mon point de vue, une absurdité par rapport à l'évolution du monde. Mais il n'empêche que la France continue d'exister dans un monde qui change et elle a un problème d'invention d'un modèle. Donc on ne va pas prendre un peu ce qu'a fait Madame Thatcher, il y avait 15 millions de syndicalistes évidemment à l'époque, en 79 en Grande-Bretagne, et qui mettaient une véritable pagaille dans ce pays. Et effectivement, elle leur a réglé leur compte, mais bien en France, les syndicats, ils rouspètent, il y a eu des défilés, etc. Mais enfin, c'est pas eux qui bloquent la France, sauf dans quelques entreprises très spécifiques. C'est pas vrai. Donc il y a donc une spécificité française qui n'est pas prise en compte on a des programmes, mais on n'a pas de modèle. Comment vous l'expliquez, Gaspard Koenig? Parce qu'on ne verra jamais ailleurs en Europe quelqu'un qui va se réclamer d'un dirigeant français. Ou alors, d'abord, ça viendra peut-être, si on fait des bonnes choses. Mais ça n'est pas venu encore. Et d'autre part, c'est Emmanuel Macron qui a parfaitement résumé tout ça. Sa réaction a été extrêmement intéressante après l'élection de Fillon, puisqu'il a dit on va quand même pas revenir au thatchérisme des années 80. Et par ailleurs, quand on voit le programme qu'il essaye de construire, on voit que lui, justement, se réclame du libéralisme révolutionnaire français, c'est-à-dire du modèle français, et essaye de bâtir un programme qui soit axé moins sur la libéralisation de l'économie que sur l'autonomie de l'individu. Alors au final, ça va revenir un peu à la même chose, mais enfin avec des modalités, mais avec des modalités très différentes, parce que vous allez voir apparaître des protections pour l'individu dans un monde plus fluide qu'il faut justement inventer. Ce qu'a dit Macron récemment sur, par exemple, l'assurance chômage et le fait qu'on va désormais, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais enfin qu'on va désormais indemniser les gens qui posent une démission ou les indépendants, c'est une vraie rupture. Et ça, pour le coup, c'est dans la tradition du libéralisme français, du jacobinisme libéral français. Donc je pense qu'il faut plutôt chercher du côté de Macron l'invention d'un modèle français, mais qu'il faut reconnaître à François Fillon le courage de faire ce genre de réforme dont tout le monde parle et que personne ne fait jamais. Comme ça, on verra si finalement, si oui ou non, elle marche. Jean-Luc Gombault, est-ce que Emmanuel Macron peut être